L'ubérisation, c'est peut-être une chance pour nos économies, mais dans l'imaginaire du public, le terme garde une connotation négative. On l'associe volontiers à la précarisation, à la menace de voir disparaître des professions tout entières. Et dans tous les cas, et en dépit des résistances qu'elle suscite, l'ubérisation est en marche, elle n'est pas prête de s'arrêter. Certains y voient même une troisième révolution industrielle. Pour s'interroger ce matin sur cette grande mutation qui est à l'œuvre, ce n'est pas un économiste qui est avec nous, pas un politique ni un sociologue. C'est un paléoanthropologue au Collège de France, spécialiste de l'évolution des espèces. Bonjour Pascal Pic. Bonjour. Vous avez une actualité éditoriale riche, assez déroutante aussi, un livre récemment paru consacré aux origines de l'homme, et puis un autre consacré aux mutations numériques, ça s'intitule Homo numericus au travail, c'est paru aux éditions Economica. Vous êtes membre par ailleurs de l'Observatoire de l'ubérisation. Qu'est-ce qu'un paléoanthropologue comme vous peut apporter à la réflexion sur l'économie, Pascal Pic ? Certainement pas comme on y pense souvent à une recherche d'une grande tendance qui partirait des premiers hommes, qui est ma spécialité, à un futur qui est aujourd'hui évidemment très indécis avec ces phénomènes d'ubérisation au sens large. En fait, qu'il s'agisse des premiers silex qu'on appelle les bifaces il y a 2 millions d'années, avec les vrais hommes qu'on appelle les Homo erectus, il y a tout un aspect lié à la matière, à la fabrication de ces objets, à leurs échanges, à leurs valeurs, et donc il y a des aspects idéaux, non pas idéologiques, mais idéaux. Eh bien, que ce soit un biface ou que ce soit nos smartphones, ce sont les mêmes enjeux anthropologiques et sociétaux qui se mettent en place, sauf qu'évidemment, on a affaire aux mêmes problématiques, mais on n'a pas affaire aux mêmes résultats, donc on est sur des mécanismes universels, mais qui ne donnent pas des réponses évidemment identiques. Donc c'est un petit peu la difficulté d'ailleurs pour comprendre les théories de l'évolution. Les théories de l'évolution, c'est pas des lois, ce sont des mécanismes. Donc quand certaines conditions sont réunies, on observe les mêmes enclenchements d'un processus de changement, sauf que les réponses ne sont pas les mêmes. Donc c'est là qu'effectivement, personne n'a la réponse. On a besoin, comme vous l'avez cité, des sociologues, des politiques, des économistes, et merci d'avoir invité un anthropologue. Vous êtes un spécialiste de Darwin, de la théorie de l'évolution. Vous êtes là avec nous pour parler de l'ubérisation. Quand un secteur de l'économie, quel qu'il soit, commence à s'ubériser, ça signifie qu'il y a des menaces sur l'emploi, que des professions entières peuvent disparaître. C'est un phénomène darwinien à proprement parler. Alors, les mécanismes sont darwiniens. Je vous donne un exemple. Vous avez parlé de la nomination du nouveau conseiller à la sécurité de M. Trump. Et M. Trump, on sait comment il utilise Twitter de manière d'ailleurs assez erratique et compliquée pour ses conseillers les plus proches. Écoutez, que se passe-t-il ? Bien sûr qu'on peut considérer, vous avez cité Uber avec les difficultés qu'ils ont en ce moment, on peut considérer qu'on a les grands méchants qui sont bien identifiés, et il est vrai que sur le marché, le secteur économique des voitures avec chauffeurs, ça a été un sacré ramdam, notamment en France avec les chauffeurs de taxi, mais c'est pareil ailleurs. Maintenant, si vous regardez ce problème que du côté des chauffeurs de taxi, il est très clair que les professions qui ont été touchées par ces nouveaux usages, car c'est vous et moi qui décidons en fait, avec les applications, d'utiliser ces services. Ce sont les clients, ce sont les gens, c'est vous et moi qui modifions ces conditions. Soyons très clairs, les secteurs qui sont les plus affectés, ce sont ceux qui ont été les plus longtemps archaïques, protégés. On refusait, dans beaucoup de secteurs, en tout cas dans certains milieux professionnels des taxis, de payer avec une carte de crédit. Alors quand vous allez à l'aéroport, on n'a pas forcément une centaine d'euros sur vous en liquide. Voilà. Donc il y avait des professions qui refusaient de répondre aux services des clients. Et voilà qu'arrive Uber avec des plateformes et des services auxquels on ne s'attendait pas. Alors maintenant, si on regarde que du côté des taxis, bien sûr, il y a un risque chez eux. Ils étaient dans des conditions, surtout en France, il fallait payer des licences exorbitantes, et c'était un petit peu leur assurance pour la retraite. Donc tout ça est menacé, et on comprend que ces nouvelles règles du jeu les perturbent. Mais d'un autre côté, si vous regardez, selon certaines études, bien sûr, des économistes, la potentialité de cette création d'emplois, notamment pour des jeunes peu diplômés qui se forment, notamment dans les banlieues, potentiellement, on a les exemples à Londres, on les a aux États-Unis, en France, on a quelques chiffres, c'est la création de 5 000 à 10 000 emplois de chauffeurs. Donc, si vous regardez le secteur perturbé, bien sûr, l'ubérisation, c'est une mauvaise nouvelle. Maintenant, si on regarde de manière plus large, il y a une potentialité de création d'emplois. Maintenant, ça pose d'autres questions. Effectivement, qui paye les prestations sociales, etc. C'est là qu'on a un vrai problème, évidemment, avec ce modèle. Donc, vous voyez, c'est pas simple. Il n'y a pas une seule façon d'aborder cette question-là. Mais certains disent justement, c'est un peu la loi du plus fort, l'ubérisation, parce qu'il n'y a plus ou pratiquement plus de protection
protection sociale pour les travailleurs. De ce point de vue-là aussi, c'est un phénomène darwinien? Non, c'est pas darwinien, hein, soyons clairs. Le phénomène darwinien, c'est celui-ci, si vous me permettez. J'en prends l'histoire de Twitter, sans faire de publicité, mais on en parle tellement. Hein. Voilà. Donc, c'est quoi? Il y a une petite légende, donc je prends la légende, elle est plus belle, mais c'est exactement ça, en fait. Bon, c'est des garçons et des filles, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui se réunissent, sur une plage en Californie. Ça s'est pas passé comme ça, mais on va prendre cette histoire comme cela. Et il faut un hackathon. Un hackathon, je rappelle, c'est quand des personnes se réunissent, se lancent un défi, et on va trouver donc une réponse en allant chercher des solutions de manière collective, collaborative, par essai-erreur, ça c'est parfaitement darwinien du coup, pour trouver une réponse. Alors là, le défi c'était quoi? On aimerait bien une messagerie courte, donc pour envoyer à des amis. Ce qui est intéressant, c'est que ça coûte rien à faire. Vous n'avez quasiment aucun investissement. C'est ce qu'on appelle le coût marginal nul chez Jeremy Rifkin. Si l'application qui est inventée n'est pas prise par les personnes ou elle est abandonnée, c'est pas grave. On a passé un bon moment, c'était un bon week-end. Mais si c'est sélectionné, donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur un processus fondamental darwinien, c'est un processus de variation-sélection. C'est-à-dire que même s'il y a une volonté de créer quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui ne correspond pas vraiment à un besoin. Et si c'est sélectionné, ça peut changer le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Twitter, c'est quoi? Écoutez, regardez faites une comparaison entre la première campagne présidentielle de Barack Obama et celle de M. Trump. Écoutez, vous êtes journaliste, vous avez vu comment ça a changé. Aujourd'hui, on parle de post-trust, c'est-à-dire on parle de viralité, de contrôle de l'information vraie ou fausse. Et d'ailleurs, c'est conceptualisé, comme vous le savez, par la conseillère à la communication de M. Trump, qui s'appelle Madame Kellyanne Conway, qui pose de réelles difficultés. Et aujourd'hui, avec Twitter, c'est évaluer la valeur des actions sur la spéculation de la City. C'est aussi été les printemps arabes. Donc, en fait, personne n'a imaginé sur cette plage, avec cet hackathon, qu'on allait changer le monde et arriver à de telles situations d'une politique et d'une crise de l'information. Pas du tout. Donc, c'est pour ça que le processus est darwinien. Les mécanismes sont connus, donc variation, sélection. Quant aux conséquences, personne ne les connaît. Et c'est bien ça qu'on est en train c'est de ça dont on est en train de discuter dans l'Observatoire de l'ubérisation de la société. Un processus darwinien, c'est un processus de sélection, pas forcément d'écrasement des plus faibles, mais de sélection des bonnes pratiques, d'abandon des mauvaises. Pourquoi est-ce qu'au fond, ce processus, il a autant de mal à passer? Pourquoi est-ce que nos sociétés ont du mal à s'adapter à ce changement, Pascal Pic? Parce que nous sommes déjà dans une nouvelle société qui a changé. C'est vous et moi, vos auditrices et vos auditeurs, qui choisissons d'utiliser telle ou telle application qui nous facilite la vie, qui nous rend les choses faciles. Maintenant, est-ce que nous sommes très raisonnables dans les conséquences de ces choix? Nous pouvons choisir d'avoir Uber ou d'autres, on ne va pas citer tout le monde, mais sans faire de publicité non plus. Il est très clair que dans une société, il y a donc des comportements, et puis vivre en société, c'est aussi avoir une certaine forme de retour, de partage, de solidarité. Vous pouvez prendre tous les termes que vous voulez. Or là, on l'a vu, au fil du temps, cette position dominante qu'a eu Uber s'est traduite par des marges de plus en plus exorbitantes qui ont fait que les chauffeurs Uber et d'autres se sont retrouvés acculés, sans protection sociale. Et là, effectivement, c'est le mauvais darwinisme. C'est quasiment le darwinisme social. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais il y a vraiment une approche assez cynique qui fait qu'aujourd'hui, les compagnies américaines, il faut dire les choses comme elles sont, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, captent les bénéfices des activités qui sont en Europe ou ailleurs. Donc ça, vous voyez, c'est un vrai souci qui se discute au niveau international. Maintenant, il est très clair que l'ubérisation de la société, c'est pas que Uber. Ça, Uber, on l'a bien vu, c'est autour de nous, on utilise ces applications. Il y a un autre enjeu, c'est l'émergence du numérique dans tous ces États, donc c'est l'ubérisation au sens large, et là avec une crainte, puisqu'effectivement, 3e ou 4e révolution industrielle, la première révolution industrielle, c'était des machines qui donnaient de la main-d'œuvre, qui remplaçaient la main-d'œuvre. On a eu le XXe siècle avec le développement du secteur tertiaire, il y avait déjà l'automatisation, et aujourd'hui, nous avons du cerveau-œuvre. Donc on a beaucoup de professions, notamment qui sont basées sur l'utilisation d'algorithmes, capter les données, les classer, les restituer, etc. Donc les métiers de la comptabilité, beaucoup de métiers de la banque, de l'assurance, etc., qui sont aujourd'hui investis par des algorithmes qui ont de meilleures performances que les hommes et les femmes les mieux formés
peuvent mettre en œuvre donc sur ces métiers-là. Donc il y a aussi l'arrivée des tas de choses qu'on appelle les blockchains, pardon, je ne veux pas être confus, mais on voit bien qu'on perçoit que par l'usage de nos applications que nous utilisons sur nos smartphones, nous modifions nos modes de communication, de travail, etc. Mais attendez, cher monsieur et madame et messieurs qui m'écoutez, si vous acceptez qu'un garçon ou une fille à bicyclette ne soit payé que 1 euro pour vous délivrer un repas le moins cher possible, vous tuez aussi vous-même le marché du travail. Est-ce que vous-même, quand vous décidez d'avoir des services de moins en moins chers, vous ne vous rendez pas compte que vous-même vous modifiez les conditions d'une société qui avait des valeurs et des notions donc de solidarité sociale, en tout cas de redistribution sociale. Donc je veux pas, on peut accuser des entreprises de faire cela, et puis elles sont pas toutes éthiques dans cette affaire-là, on est bien d'accord, je l'ai dit, mais soyons aussi nous-mêmes responsables sur les choix que nous faisons, et on voit bien que certainement nous n'aurons pas malheureusement ce qu'on appelle le déversement schumpeterien, donc ça devient de Joseph Schumpeter. Il n'est pas certain que les métiers qui vont être investis par les robots, l'automatisation, les machines et les algorithmes aujourd'hui fassent l'objet d'une nouvelle vague de création d'emplois. C'est la grande question qui se pose devant nous aujourd'hui. Est-ce que les politiques ont pris la mesure de ce changement? Vous vous intéressez beaucoup aux mœurs politiques. Pascal Pic, je crois que vous êtes en train d'écrire un livre sur la question. Vous aviez écrit d'ailleurs un autre ouvrage qui s'appelait « L'homme est-il un grand singe politique ?» Est-ce qu'il y a une prise de conscience de ces changements qui sont à l'œuvre, que ce soit chez les politiques français ou les autres? Je vais vous raconter une petite anecdote. Nous devions avoir, il y a exactement 1 mois, les premières assises de l'Observatoire de libéralisation de la société, et ça devait se passer dans un des amphithéâtres qui dépend de l'Assemblée nationale en France. Pour des raisons stupides de sécurité, etc. Donc une grande paranoïa en ce moment, comme vous le savez là-dessus. Et ça n'a pas pu se faire. Voilà. Donc c'est pas de la mauvaise volonté de la part des députés ni quoi que ce soit. Il y a eu des couacs, enfin des choses qui ne sont pas bien passées au niveau de la sécurité. Mais qu'importe, je trouvais que c'était extrêmement symbolique parce que du coup, nous avons fait notre réunion dans un café qui était juste à côté. Voilà. Qui montre bien cette petite anecdote. Faut pas trop lui donner de signification, hein, mais en l'occurrence, elle est assez représentative du décalage qu'il y a entre le monde politique et ce qui se passe aujourd'hui dans la société et qui est plus ou moins bien perçu par les hommes et les femmes. Et d'un autre côté, je vais vous dire, je vous en prie. Non, je vous laisse finir. Que se passe-t-il ? On connaît bien dans les études sur l'homo economicus, sur les comportements soi-disant rationnels ou irrationnels de l'agent économique qui sont faits aux États-Unis, notamment avec des singes capucins. Il y a quelque chose que nous partageons tous, nous les humains. C'est l'aversion de la perte. Donc, nous avons un comportement psychologique qui fait que nous préférons assurer ce que nous avons, même si ça se dégrade sensiblement, et on ne veut pas prendre le risque de le perdre parce qu'on n'aime pas trop l'incertitude sur les gains. Donc, quand on est dans une période qu'on vient de décrire, une période de destruction créatrice, parce que de nouvelles révolutions technologiques détruisent des métiers et normalement en créent d'autres. Simplement, aujourd'hui, depuis Condorcet, je veux pas être trop universitaire, on sait que le monde change, mais on n'a pas de projet de société. C'est une espèce de constat. Nous sommes en panne d'une idée de progrès. Et aujourd'hui, j'aimerais pas être à la place de nos politiques, qui sont la plupart du temps des gens très intelligents, très dévoués. Nos politiques n'ont pas de conception devant eux de société. On peut regretter les idéologies de gauche, de droite qui ont émaillé le XXe siècle avec les déceptions qu'on connaît, mais grosso modo, nous n'avons pas de projet de société qui se présente à nous. On va essayer de maintenir des acquis qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, et derrière cela, effectivement, je ne vois pas un homme ou une femme politique capable de se faire élire en disant « Écoutez, on va perdre des choses, c'est pas grave, mais on va en acquérir d'autres, mais je ne sais pas lesquelles. » Vous ne pouvez pas vous présenter comme ça. Donc on a un vrai problème de la politique aujourd'hui qui se présente face à cette société qui change du fait des actions des grandes entreprises et de nos choix. Il y a quand même des débats, des réflexions qui sont à l'œuvre, par exemple autour de la taxation des robots, du revenu de base universel. On s'est prononcé sur ce revenu de base universel en Suisse il n'y a pas si longtemps. Benoît Hamon, candidat socialiste, s'est également déclaré là-dessus. Il fait campagne sur ce thème-là. Il défend une taxation des robots. Il y a aussi un Emmanuel Macron qui parle favorablement de l'ubérisation. Ça, disons, ça vous rend plutôt optimiste, ou vous vous dites c'est simplement une forme de marketing politique de la part de ces professionnels? Non, il commence à toucher à ces questions-là. Soyons très clairs, à chaque fois qu'il y a eu de grands changements de société, la question
de l'allocation universelle, du revenu universel ou du repos négatif, de l'impôt négatif, pardonnez-moi, est toujours apparu. Ça commence avec Thomas More, avec l'utopie. L'idée qu'effectivement les gens reçoivent donc des revenus ou des allocations qui leur permettent de vivre décemment. C'est arrivé avec la révolution américaine, avec Thomas Paine, c'est arrivé avec l'utopisme socialiste en France, comme vous le savez, il y a un siècle, et aujourd'hui ça revient. Donc c'est pas nouveau une fois de plus comme processus ou comme interrogation au niveau du changement. Donc ils commencent à prendre conscience de cela, et sauf qu'en France, souvent sur ces questions-là, on est un petit peu en retard, et ça y est, on en parle. Du côté, regardez ce qui s'est passé à travers les résultats des primaires en France. On a Monsieur Hamon, c'est la gauche de la gauche. On a Monsieur Fillon dans ses difficultés, mais ça c'est une autre histoire, qui est quand même une droite plutôt à droite. C'est quoi quel est le choix? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, à gauche comme à droite, on se réfugie sur des valeurs plus radicalisées de ce qu'on croit tenir. Et au milieu, vous avez un espace énorme dans lequel, évidemment, il y a M. Macron et peut-être d'autres à venir ou à ne pas venir, mais qui n'a pas de programme défini. Parce qu'effectivement, on ne connaît pas encore, on n'a pas défini les enjeux de cette société dans laquelle on va être sur le travail et la redistribution. Mmh. Alors, l'allocation universelle en fait partie, mais il est très clair que M. Hamon n'a pas tort. Il va falloir y penser assez rapidement. Mais d'un autre côté, si la gauche de la gauche, dans sa tradition, ne comprend pas qu'il faut créer des richesses et qu'il faut laisser un peu les entrepreneurs faire les choses qu'ils ont besoin de faire en créant de la richesse et plus tard des emplois, ça ne va pas arriver. Mmh. Et c'est bien l'exemple de Uber, d'une certaine manière, qui n'est pas sur ces problématiques, mais on voit bien qu'il y a un vrai secteur économique qui peut apporter des emplois, mais qui ne joue pas le jeu, puisqu'effectivement, on ne peut pas avoir donc de prestations sociales ou de cotisations sociales. Donc, donc il faut l'alimenter, cette allocation universelle. Alors maintenant, je me permets de citer... J'étais un petit peu technique, mais c'est pas très compliqué. Ce sont des études du MIT aux États-Unis. C'est le groupe de recherche qui est dirigé par Monsieur Bridger-Folsom et Monsieur McAfee, qui ont écrit ce livre qui est un best-seller, Le second âge des machines. Donc ces machines qui font du cerveau œuvre. Et là, cette étude est intéressante. Si on prend 4 courbes. Alors je sais que chez les auditeurs, chez les auditrices, excusez-moi, mais je vais vous parler de courbes alors qu'on est à la radio. Mais si on prend ces 4 courbes qui sont celles de l'augmentation des revenus moyens des ménages, c'est pour l'Amérique du Nord et c'est pour l'Europe. Hein. Donc augmentation du revenu moyen des ménages. Deuxièmement, la création d'emplois. Troisièmement, l'augmentation de la richesse, le PIB, quoi. Et quatrièmement, vous l'avez cité, c'est les robots, donc c'est la productivité. Ces 4 courbes étaient parfaitement ensemble jusque récemment. Et on sait aujourd'hui que ces 4 courbes commencent à se dissocier, ce qu'on appelle le grand découplage, depuis les années 1980. Si je prends une base 100, depuis 1980 à aujourd'hui, les revenus des ménages sont passés de 100 à 200. Donc ça a doublé. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle. Mais vous allez voir, c'est pas la bonne nouvelle. Puisque la création d'emplois, elle est passée sur une base de 100 à 280. Donc il s'est créé plus d'emplois que de revenus moyens. La richesse moyenne des nations a augmenté, enfin des plus développées, elles sont de base 330, et la productivité 400. Donc notre modèle social, européen notamment, est basé sur le salariat. On l'espérait jusqu'encore encore pour demain sur les contrats indéterminés, donc c'est-à-dire la carrière et le travail à vie, et donc des cotisations sociales basées sur le salaire. Or, on voit bien que ça ne marche pas. Et ce qui se passe aujourd'hui, et c'est bien le résultat du Brexit et de ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas le vote des petits blancs. Les petits blancs racistes, ils votent pas. Ils sont suprémacistes, ils sont crétins, ils votent pas. Faut arrêter avec ce genre de bêtises. Non, ce qui se passe, c'est qu'on a aujourd'hui une détérioration des classes moyennes. Or, ces classes moyennes étaient basées sur quelle base? Elles étaient basées sur le fait qu'on fait des études supérieures relativement courtes. Tiens, vous en avez parlé à propos du gymnase et puis de l'apprentissage. Donc, des études supérieures courtes de techniciens qui permettaient donc aux personnes issues des classes les moins favorisées d'accéder à des métiers qui leur permettaient d'avoir un meilleur revenu, une meilleure vie que leurs parents. Voilà. Et ben c'est ça qui est détérioré aujourd'hui. On sait que ça vient donc de l'introduction de la micro-informatique. Parce que la micro-informatique, que vous soyez chinois, indien ou ailleurs, tout le monde peut l'utiliser. En moyenne, dans toutes les populations du monde, les gens, s'ils ont la chance de se former, eh ben ils arrivent en moyenne au même résultat. Et c'est ce grand découplage aujourd'hui qui est impacté par ces technologies qui s'accélèrent de manière considérable. C'est pour ça qu'on parle d'ubérisation. Mais le processus a commencé il y a 30 ans et aujourd'hui, donc, il s'accélère de manière redoutable. Et ces détériorations des classes moyennes, ça veut dire que le modèle change.